Les samouraïs, ces guerriers japonais de l'ancien temps, qui fascinent notre ère, ces combattants où les maîtres mots étaient respect, honneur et discipline, maîtrisaient à la fois les arts martiaux ainsi que le katana. L'un d'entre eux a été une véritable légende, ayant jamais perdu un seul face à face. Il a marqué son époque ainsi que la nôtre. Les mangas, les animés et même les combattants de MMA se sont inspirés de lui. Ce samouraï était le meilleur samouraï de tous les temps. Et pourtant, il était pas du tout comme tu l'imagines. L'honneur, le respect n'était pas du tout sa philosophie de vie. Le katana était considéré comme l'âme du guerrier pour tous les samouraïs, sauf pour cette légende qui, un bout de bois, lui suffisait. Voici l'histoire de Musashi, le samouraï solitaire. Une jeune femme prénommée Yoshiko était mariée à un samouraï du nom de Munizai. À tous deux, ils donnèrent naissance à Benosuke Miyamoto, dans le village de Miyamoto au Japon. Son père était un samouraï de renom. Il vivait dans un petit château dans lequel il y avait un dojo car Munizai, le père de Miyamoto, était un maître dans plusieurs arts martiaux. Il maîtrisait le combat à deux sabres, le taijutsu et plein d'autres arts martiaux. Son père enseignait les arts martiaux à plusieurs clans et à d'autres individus passionnés par les arts martiaux. C'est donc dans ce contexte que le jeune Miyamoto grandit, dans un environnement fortement marqué par les arts martiaux et les armes. Toutefois, le jeune Miyamoto n'a pas eu la plus tendre des enfances. Son père, Munizai, divorçait avec sa mère, qui elle décida de retourner dans son village d'origine. Munizai, quant à lui, se remaria avec une autre femme. Mais le jeune Miyamoto ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère. Et vers l'âge de 8 ans, Miyamoto ne s'entendait plus aussi avec son père. Le jeune garçon commençait à critiquer les talents d'arts martiaux de son père. Un jour, alors que Munizai, le papa de Musashi, taillait un cure-dent, son fils, Miyamoto Musashi, le critique sur la façon dont il manie le katana. Son père n'a pas aimé cette réflexion. Il se mit en colère et lui lança le poignard qu'il utilisait pour tailler son cure-dent. Miyamoto esquiva cette attaque et après cette dispute, le jeune adolescent décida de quitter son père et sa maison d'enfance pour aller dans un temple dans le village Hirafuku, où il allait avoir son premier vrai duel. En 1596, dans ce village Hirafuku, un certain samouraï prénommé Kiei avait écrit sur une tige de bambou qu'il était prêt à affronter n'importe quelle personne voulant se mesurer à ses talents de guerrier. Un jeune homme âgé de seulement 13 ans aperçut cette pancarte. Il s'y approcha et sortit un pinceau et de l'encre. Il effaça l'inscription du samouraï et écrit « Miyamoto Benosuke vous affrontera demain ». Kiei, de retour sur ces lieux, vit cette écriture à la place de la sienne, ce qui l'a mis en colère. Il dit à un de ses disciples d'aller au temple Shoren-in, l'endroit où est parti vivre le jeune Miyamoto. Le prêtre du Shoren-in lui dit que c'était une bêtise d'un jeune adolescent et qu'il allait présenter ses excuses le lendemain. Le lendemain matin, Kiei, à qui son honneur de samouraï a été lourdement sali, attendait patiemment la venue du jeune adolescent, afin qu'il répare cet incident et s'excuse. Une fois que Miyamoto est arrivé en face de Kiei, Miyamoto était armé d'un long bâton d'une longueur d'1,80 m. Kiei, quant à lui, attendait les excuses de Miyamoto. Mais ce dernier, au lieu de s'excuser, lança une attaque. Kiei, surpris, arriva quand même à esquiver l'attaque. Il dégaina sa lame pour se mettre en garde. Kiei attaqua avec son sabre tandis que Miyamoto contrait avec son bout de bois. Tout à coup, Miyamoto jeta son bâton au sol et se lança sur son adversaire pour le saisir, l'arracher du sol et le mettre par terre la tête la première. Après l'avoir mis au sol, il saisit son bâton et l'acheva. Ce jeune Miyamoto Benosuke tua son premier adversaire à l'âge de 13 ans. Ce Miyamoto étudiait dans un temple l'art du pinceau, le bouddhisme et plein d'autres trucs difficiles à prononcer. 3 ans après cet affrontement, Miyamoto décida de quitter le temple et d'aller vivre chez sa sœur, prénommée Ojin. Quelque temps après son arrivée chez sa sœur, il décida de quitter son village et de tout laisser derrière lui. Il se dirigea seul vers son destin, ce destin qui allait le faire connaître sous le nom de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire du Japon. À l'âge de 16 ans, il avait peu de biens, il avait une seule tenue qu'il portait sur lui-même, il avait aussi une gamelle de bambou, quelques sous et un pinceau, et bien évidemment son épée. Avec ses seules ressources, il entama son voyage solitaire et débuta une vie de Shugyosha. Un Shugyosha, c'est un samouraï qui mène une vie d'errance, de voyage, de dévouement à son art et cherchant des adversaires pour se donner une réputation dans le Japon féodal pour espérer à un moment donné avoir des disciples, créer une école d'arts martiaux, mais le plus grand but était de travailler directement pour un roi local en obtenant le poste d'entraîneur officiel d'un clan qui lui assurerait sûreté et stabilité. Mais notre très cher Musashi n'était pas attiré par ce dernier poste. On en reparlera un peu plus tard. La vie d'un Shugyosha n'avait rien d'une vie de rêve. Un Shugyosha vivait et dormait dehors. Les Shugyosha étaient soumis à la météo. Ils dormaient souvent dans les montagnes, dans des champs, sans rien pour s'abriter. Ils étaient souvent privés de nourriture et risquaient leur vie à travers des duels sanglants. Une fois devenu Shugyosha,
Musashi s'aventura à Tajima. Et là-bas, il affronte un maître du sabre. C'était l'un de ses premiers combats en tant que Shugyosha. Il le gagne alors qu'il est âgé seulement de 16 ans. Musashi continue son périple et sur son chemin, il voit plein de guerriers qui s'attroupent autour de Sekigahara. C'est l'endroit où une grande bataille allait avoir lieu et qui allait influer sur le cours de l'histoire du Japon et sur le futur de Musashi. Je vais rapidement vous expliquer le pourquoi du comment de cette bataille. Depuis plusieurs décennies, deux hommes avaient œuvré pour réunifier le Japon. Oda Nobunaga qui a été tué par l'un de ces hommes et Toyotomi Hideyoshi et qui lui est mort à cause d'une tumeur au cerveau. Ce dernier, Hideyoshi, nomma un conseil de 5 ministres, entre guillemets. Ces 5 ministres étaient chargés de gouverner sur le pays en attendant que son fils Hideyori atteignît la majorité. Grâce à cette stratégie, le pouvoir restait au même clan. Mais l'un des ministres, nommé Tokugawa Ieyasu, n'était pas pour cette stratégie-là. Il voulait lui-même avoir le pouvoir. C'est donc à ce moment que le Japon était scindé en deux. D'un côté, ceux qui soutenaient le plan de Hideyoshi pour que son fils prenne le pouvoir à sa majorité, et de l'autre, ceux qui soutenaient le ministre Ieyasu qui voulait prendre le pouvoir. Par un matin brumeux à Sekigahara, cette bataille débuta, avec environ 90 000 hommes de chaque côté, qui se faisaient face à face. Et Musashi était bien évidemment présent lors de cette bataille. Il combattait avec un clan qui soutenait Hideyoshi, le fils de l'ancien gouverneur du pays. La partie dans laquelle Musashi avait combattu perdu cette bataille. Et le ministre Ieyasu devint le gouverneur du pays. Malgré avoir perdu cette bataille, Musashi sortait de l'ordinaire et impressionna les autres guerriers malgré son jeune âge. Après cette bataille, Musashi, alors âgé de 17 ans, se retrouva encore une fois seul et ayant perdu une bataille où il a failli y passer. Il se remit en question et décida d'entamer l'arc shonen de sa vie, l'arc entraînement, ce qu'on appellerait de nos jours un monk mode. Pendant que nous, notre monk mode, c'est de ne pas aller sur TikTok et Instagram et de ne pas mater les autres filles, durant quelques semaines, eh bien, le monk mode de Musashi était qu'il s'isola dans les montagnes durant plusieurs années et s'entraîna à unifier son corps et son esprit. Durant ces années-là, il n'était pas seulement isolé, il voyageait aussi beaucoup à travers le Japon. Mais il se donne corps et âme à ses entraînements avec une discipline digne d'un samouraï. En 1604, à l'âge de 21 ans, il se dirige vers la ville légendaire de Kyoto. Et dans cette ville, il va littéralement marquer l'histoire en montrant que son isolement n'a pas servi à rien. À Kyoto, il y avait le clan Yoshioka, qui était installé dans cette ville depuis plusieurs générations. Le 5e chef de ce clan, prénommé Seijuro, était excellent au maniement du katana. Ce Seijuro pratiquait une discipline originale, qu'il nommait Shikan, qui signifie fixer le regard. Pour pratiquer cette discipline, il allait au beau milieu de la nuit, dans une forêt, et concentrer son esprit sur un seul objet, pour se libérer de toute mauvaise pensée. Musashi apprit l'existence de ces derniers, il décida de le rencontrer et de le provoquer en duel. Musashi savait parfaitement ce qu'il faisait. Il allait pouvoir montrer son haut niveau en art martial, et surtout montrer à son père, Munizai, de quoi il était capable. Car auparavant, Munizai avait réussi à attirer l'attention du shogun en gagnant en combat son instructeur. Le jour du combat avait sonné. C'était l'heure de l'affrontement. Seijiro, en tant que bon samouraï, était le premier arrivé au lieu du rendez-vous pour le combat. Il était à l'heure convenue. Ce qui n'était pas le cas de notre très cher Musashi. Attendez, ne l'oubliez surtout pas. Seijiro était une personne qui travaillait énormément sa concentration. Il avait une concentration sans faille. Enfin, Musashi savait comment anéantir cette concentration-là. Musashi arriva en retard. Il arriva bien après l'heure conviée pour ce duel. Et c'était fait exprès. En faisant cela, il avait réussi à rentrer dans la tête de son adversaire et à le déstabiliser. De par cette longue attente infernale avant le combat, Seijuro a perdu patience et s'est énervé. Cette concentration légendaire qui lui avait offert tant de victoires auparavant a été remplacée par de l'impatience et de la colère. Seijuro, énervé par cette longue attente, se lança, submergé par ses émotions, sur Musashi. Musashi acheva son adversaire d'un seul coup, mais il lui laissa la vie sauve. Ce que l'on peut remarquer dans ce duel, c'est que même après le premier échange, Musashi avait gagné ayant pris l'ascendant psychologique sur son adversaire. Wait, pause. Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose que l'on a vécu récemment en France? Oui, vous savez, le fameux « t'es mort ». A noter que durant cette bataille, Seijiro était armé d'un katana acéré, tandis que Musashi était armé d'un bukudo. Un bukudo, c'est un sabre de bois, tout simplement. Comme quoi, le sabre ne fait pas le samouraï. Oh là là, j'espère que c'est là que tu l'as. Oh là 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 là. Le sabre ne fait pas le samouraï. Incroyable, incroyable. C'est bon, je propose qu'on abandonne l'expression « l'habit ne fait pas le moine » par « le sabre ne fait pas le samouraï ». Tu signes ou pas? Tu signes ou pas? Bref, revenons à nos moutons. Après cette défaite, Sujiro, humilié, décida d'abandonner son katana, de
raser ses cheveux et de devenir un prêtre bouddhiste. Mais le clan à laquelle il appartenait ne pouvait pas laisser passer ça. Leur clan était au service du shogun. Ils avaient une très bonne réputation. Et ils viennent de subir une défaite face à un campagnard inconnu au bataillon. C'est alors que son clan Yoshioka décide d'organiser un deuxième duel. Ce duel allait être Musashi face au frère de Seijuro qui s'appelait Denshi Shiro. Ensemble, ils décidèrent de l'heure et de l'endroit du duel. Musashi usa de la même stratégie. Le jour du combat, il arriva encore une fois en retard, ce qui mit en colère Denshi Shiro. Une fois Musashi en face de lui, le duel commença et Denshi Shiro lança une attaque agressive, pris de colère sur Musashi. Musashi esquiva son attaque et lui arracha violemment son sabre et lui porta un coup avec son sabre de bois, et après ce violent coup, Denshi Shiro tomba et mourut sur place. C'est une humiliation totale pour ce clan de renom. Le clan Yoshioka, s'il ne se vengeait pas, c'en était fini pour eux. Ils allaient être la risée du pays. Eux, qui étaient un clan privilégié par le shogun, avaient essuyé 2 défaites consécutives face à un campagnard. Comme on le dit, jamais 203. Ils décidèrent donc d'organiser un 3e duel. Cette fois-ci, Musashi allait affronter le fils de Seijuro. J'ai nommé Mata Shihiro. À nouveau, l'heure et le lieu de la bataille sont fixés. À l'aube du jour du combat, Mata Shihiro se rendirent au lieu du rendez-vous. Mais il n'était pas seul. Avec lui, une centaine d'hommes de son clan. Et ils se dirent que Musashi va certainement, encore une fois, arriver en retard. Mais non, cette fois-ci, Musashi était en avance et apparut soudainement et il dit « Vous ai-je fait attendre cette fois-ci ?» Encore une fois, sa stratégie était réussie. Son arrivée à l'aube avait empêché ses adversaires de prendre position et connaissance du lieu de combat. Musashi décide de foncer sur le groupe alors que certains n'avaient même pas encore saisi leurs armes. Il trouva le jeune Mata Shihiro et à la vitesse de l'éclair, il le pourfendit d'un coup net et précis. En ayant achevé dans un premier temps leur chef, il avait pris l'ascendant psychologique sur ses adversaires, qui avaient maintenant peur. Il faisait d'eux ce qu'il voulait. Il les lacérait un après l'autre avant de prendre la fuite. Musashi avait dorénavant anéanti tout un clan en seulement 3 duels. C'en était fini pour ce clan qui avait duré plusieurs générations. Et cela à cause d'un seul samouraï, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi continua sa vie de Shugyosha. Il erra dans le Japon, il rencontra des hommes, notamment des maîtres de sabre, et aussi du fait qu'il voyageait beaucoup, il apprenait énormément sur la nature, les caractères différents des hommes, les constructions, les créations et les coutumes propres à chaque province du Japon, et ces personnes-là qui avaient toutes ces connaissances étaient très recherchées par les rois locaux. Et les Shugyosha, c'était leur but ultime d'avoir un poste de fidèle serviteur pour ces rois. Sauf pour Musashi, lui qui refusait de vendre ses connaissances, que ce soit en arts martiaux ou autres, en échange d'obtenir un confort, qui allait le faire régresser. Et oui les gars, évitez le confort si vous voulez briller dans un domaine. Musashi en est la preuve. En 1602, le shogun Tokugawa Ieyasu avait reconstruit le château d'Edo, qui allait devenir la capitale du Japon. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. Edo devient rapidement un pôle d'activité avec des hôtels, des activités commerciales et des quartiers réservés aux samouraïs. Toutes ces activités avaient attiré bon nombre de gens de différents rangs sociaux, dont beaucoup de samouraïs. De nombreux Shugyosha s'installent à Edo, dans l'espoir d'attirer l'attention d'un roi. C'est aux alentours de 1608 que Musashi arriva dans la capitale du Japon, Edo. De par le succès de ses anciens combats, il avait réussi à se bâtir une certaine réputation. Et pour subvenir à ses besoins dans cette ville, il ouvrit une école d'arts martiaux. Un beau jour, un grand homme d'une taille d'1,80 m, du nom de Muzo Gonosuke, entra dans le dojo de Musashi. Accompagné de 8 de ses disciples, lui lança un défi. Musashi, sans réfléchir, prit une modeste bûche. Et Gonosuke, voyant cette action, il lança une attaque et Musashi, le voyant approcher, riposta d'un seul et unique coup et le faucha pour le mettre au sol. Humilié, Gonosuke repartit sans dire un mot. Mais il n'allait pas abandonner si facilement. Il entra lui aussi dans l'arc shonen de sa vie. Il s'isola au mont Oman pour réfléchir à ce qui lui avait fait perdre. Peu de temps après cette isolation, il rejoignit un clan pour l'entraîner. Et bien plus tard, il prit sa revanche face à Musashi. Et cette isolation que Gonosuke s'était imposée avait porté ses fruits. Il avait réussi à faire un combat nul face à la légende Musashi, qui est le seul combat nul qu'a subi Musashi durant sa carrière. Après ce duel, Musashi séjourna 2 années supplémentaires dans la capitale. Il affrontait plusieurs samouraïs, les gagnait tous, même les plus rudes. Musashi s'était fait une si grosse réputation que maintenant, il lui était interdit de combattre contre les meilleurs samouraïs. Il avait donc plus rien à faire dans la capitale. Il décida enfin de reprendre son voyage et se dirigea vers l'île de Kyushu. Musashi arriva dans la ville de Kokura. Dans cette ville, il envoya une lettre à Kojiro, surnommé le démon de l'Ouest, qui travaillait pour le daimyo, donc le roi du coin. Et dans cette lettre, il lui dit
dit qu'il voulait affronter ses techniques aux siennes. Kojiro fait part de cette lettre au roi et celui-ci l'invite dans sa demeure. Kojiro accepta le duel de Musashi. Et là, Musashi, à l'âge de 29 ans, allait faire le combat le plus épique de sa carrière. L'endroit convenu pour le futur duel de Musashi était cette fois-ci dans une île isolée, où pour s'y rendre, il fallait traverser un cours d'eau. Le jour du duel était là. Le soleil se leva, l'heure du duel avait sonné. Mais Musashi dormait encore paisiblement. Un homme le réveilla pour lui prévenir que l'heure du duel avait sonné, et notamment un coursier lui dire comme quoi son adversaire avait déjà entamé la traversée. Musashi, malgré son retard, prend son temps. Il fait sa toilette et prend un bon petit déjeuner. Il demanda au maître de l'endroit là où il dormait une rame de bateau. Il la tailla et en fit un grand sabre de bois. Il s'habilla et décida enfin de monter à bord du bateau. Durant la traversée, Musashi entama une petite sieste pour se relaxer et être en forme lors du duel. Pendant ce temps, son adversaire Kojiro était arrivé depuis un moment sur l'île et était en colère après Musashi, qui était beaucoup trop en retard. Musashi arriva enfin sur les lieux du rendez-vous. Il sauta pieds nus dans l'eau, il marcha en direction de son adversaire. Kojiro voyait comme une insulte d'avoir été contraint de l'attendre, et dès qu'il vit la silhouette de Musashi, il courut vers lui. Kojiro, d'une voix de colère, lui demande de justifier son retard. Mais Musashi se contente seulement d'avancer vers son adversaire sans lui répondre. D'un excès de colère, Kojiro dégaina son fourreau et le laissa tomber dans l'eau. Musashi le fixa, sourit et lui dit: "C'en est fini de toi, Kojiro. Comment un vainqueur pourrait-il se défaire ainsi du fourreau de son arme?" Fou de rage, Kojiro leva son katana vers le ciel et abaissa sa lame droit devant lui. Au même moment, Musashi fait exactement la même chose. Mais seulement l'attaque de Musashi toucha sa cible. Kojiro s'effondra. Musashi abaissa son arme, reste immobile, regarde son adversaire étendu au sol. Il releva son arme vers le ciel et en un éclair frappa de nouveau, dans l'espoir de toucher sa cuisse, mais Kojiro esquiva son coup en bondissant en arrière. La lame de Musashi avait quand même réussi à le blesser. Musashi ne laissa aucun répit à son adversaire. Il le rattaque avec son sabre de bois, cette fois-ci en visant les côtes. Après ce coup, Kojiro perdit connaissance. Musashi s'accroupit auprès de Kojiro, toucha le bas de son visage pour voir s'il était encore vivant, ce qui n'avait pas l'air. Il se releva, s'inclina légèrement vers les personnes qui étaient présentes lors de son combat. Il recule et marche vers la mer et saute au bord d'une embarcation et repartit de l'île. Musashi venait de livrer le plus grand combat de sa vie. Un combat qui, 4 siècles plus tard, suscite encore beaucoup de passion. Musashi était encore une fois entré dans la tête de son adversaire, en arrivant encore une fois en retard. Pendant que Musashi prenait son temps, faisait une sieste sur le bateau pour bien récupérer, Kojiro attendait impatiemment sous le soleil tapant sur une île, ce qui avait sûrement affaibli et frustré Kojiro. Après ce combat, Musashi est devenu célèbre. Nombreux étaient ceux qui voulaient le rencontrer pour lui poser des questions et être entraîné aux arts martiaux par cette légende Musashi. Après ce duel, Musashi se dirigea vers Osaka où se prépara une grande bataille. Rappelez-vous, une première bataille a eu lieu pour la réunification du Japon et c'est le camp des Toyotomi qui gagna la bataille. C'est ceux qui étaient rebelles à Ieyasu, qui ce dernier voulait que son fils prenne le pouvoir à sa majorité. Le fils d'Ieyasu, qui s'appelait Hideyata, se dirigea avec des milliers d'hommes vers le château d'Osaka pour mettre fin au règne du rebelle Toyotomi. Le clan du fils d'Ieyasu sortit vainqueur de ces batailles à Osaka et le rebelle Toyotomi Hideyori mit fin à ses jours car il savait qu'il était condamné à mourir. Dans cette bataille, Musashi prêta main forte à un clan qui se battait pour les Tokugawa. Il dirigea une unité, mais on n'en sait pas plus. À part que Musashi a écrit dans une de ses lettres: "J'ai été à 6 reprises sur un champ de bataille dans ma vie, et 4 fois je ne pus livrer bataille, car aucun adversaire ne voulait me barrer la route." Ok, le mec c'est Shanks en fait. Ok, le mec c'est Barbe Blanche en fait. Purée la dinguerie, sa vie c'est vraiment un shonen. Sugoi, sugoi. Après cette bataille, Musashi arrêta les combats et se tourna maintenant vers de nouveaux arts tels que l'art du jardin. Il s'y donne avec tellement de passion qu'il devient bon dans cette discipline-là. D'ailleurs, il conseilla dans l'un de ses livres qui est le traité des 5 roues d'être curieux et s'intéresser à d'autres arts et non pas seulement à l'art du combat. Il était tellement passionné et riche des paysages qu'il avait vus tout au long de sa vie qu'il était devenu très bon à l'art du jardinage et il décorait des jardins pour des personnes haut placées. Là, Musashi nous montre bel et bien qu'il est possible de réussir dans différents domaines. Musashi avait maintenant 38 ans. Il apprenait l'art du thé, la poésie, la peinture à l'encre de Chine, il faisait des jardins et enseignait aussi les arts martiaux. Et nombreux étaient ceux qui voulaient ses enseignements. Il avait aussi écrit des livres. Mais à ce moment de paix, il allait faire l'un de ses derniers duels contre un certain
un Gunbei, qui lui n'aimait mais vraiment pas Musashi. Peut-être était-il jaloux. Gunbei, accompagné de 3 de ses disciples, entra dans la résidence de Musashi. Musashi avait 2 sabres en bois, un long et un court. Musashi, les ayant vus, dit à haute voix « Je peux vous prendre tous les 4 ». Gunbei, fou de rage, décida de l'attaquer. Mais en vain, Musashi esquiva toutes ses attaques, il recula, fuyant Gunbei. À force de reculer, Musashi se trouva dos au mur. À ce moment-là, Gunbei, sûr de sa victoire, prenait son arme à 2 mains et l'attaqua. Musashi contra cette attaque avec son petit couteau de bois, qu'il tenait dans la main gauche. Et dans la main droite, il avait le katana en bois, avec lequel il donna un coup dans la joue droite de son adversaire. Après cette attaque, Gunbei était tombé au sol. Après ce combat, Gunbei était devenu l'un des disciples de Musashi et lui témoigna un profond respect. En parlant de disciples, Musashi commençait à prendre de l'âge. Mais de par la vie que menait ce dernier, il lui était impossible de fonder une famille. Mais il fallait bien qu'il prenne un jeune sous son aile pour pouvoir faire perpétuer son nom ainsi que les arts qu'il avait acquis durant tant d'années. Alors que Musashi traversait durant la nuit et dans le froid une plaine, il vit une sorte de petite maison dans laquelle se tenait un jeune prénommé Iori. Musashi lui demande s'il pouvait passer la nuit ici. Le jeune Iori lui dit oui, mais à contre-cœur. Durant la nuit, le jeune homme forgeait une lame de katana, ce qui empêche à Musashi de dormir. Il discuta donc avec ce jeune homme, âgé de seulement 12 ans. Musashi apprit que ce jeune Iori forgeait un katana pour pouvoir découper le corps de son père qui était mort et pouvoir le transporter jusqu'en haut d'une montagne. Cette ingéniosité et ce courage impressionna Musashi. Il l'aida et lui proposa de l'adopter et de l'entraîner. Musashi avait vu juste. Ce jeune homme de 12 ans était très bon. La carrière de ce jeune Iori allait être longue et remarquable. Il était tellement bon qu'il avait réussi à trouver un poste de haut rang auprès d'un roi. Et grâce à l'adoption qu'avait fait Miyamoto Musashi, son nom Miyamoto avait duré durant 6 générations. Et les 6 générations ont occupé des postes de haut rang. Musashi continua son périple, il fit quelques rencontres avec des gens, il a enseigné, il remettait quelques samouraïs à leur place qui voulaient le tester, comme par exemple un samouraï prena de haut Musashi. Il ne le respectait pas. Musashi a décidé de lui faire une démonstration en coupant un grain de riz net et sans abîmer le support. Ce samouraï, après avoir vu ça, ne chercha pas plus loin et reconnut le talent de Musashi. Mais Musashi commençait à se faire vieux. Son corps s'était affaibli. Il n'était plus en état de combattre. Et oui, malgré que ce Musashi était une légende, il reste un être humain. Et comme vous et moi, où un jour arrivera où on n'aura plus cette fougue de la jeunesse qui nous anime et qui nous fait porter des bandeaux là comme je suis en train de faire. On s'affaiblira et on regardera notre passé avec nostalgie. Concernant Musashi, malgré son âge avancé, un roi de la ville de Kumamoto voulait le recruter et le faire vivre comme un king dans son royaume. Mais Musashi refusa tous ses avantages. Il accepta de s'installer à Kumamoto et de travailler avec lui car sa santé ne lui permettait plus de voyager. Durant son travail chez ce roi, il était sous-payé et il ne vivait pas dans un palace. Lui qui était une légende, c'était le Cristiano Ronaldo des arts martiaux de son époque. Et il trouvait que tout ce que le roi lui offrit était beaucoup trop. Lui qui avait vécu modestement toute sa vie. Dans l'un des livres qu'il a rédigé, il dit « Ne cédez jamais à l'attention d'être cupide ». Ça veut dire ne soyez jamais à la recherche d'argent sans modération. Et ne devenez pas avare. Il dit aussi « Ne nourrissez pas de désirs particuliers à votre demeure ». En gros, ne soyez pas attaché à vos maisons et à vos biens. Car je pense d'après moi qu'il a voulu dire que c'est mauvais d'être attaché au confort car cela peut vous empêcher de progresser. Et notamment, ça peut vous faire du mal si vous perdez cela. Il dit une dernière chose intéressante, ne cherchez pas à accumuler de biens en prévision de vos derniers jours. Je suis d'accord avec lui. Quand tu es âgé, il te reste quelques temps avant de finir dans un trou. Et tu ne vas rien emporter avec toi. À ce moment de vieillesse, Musashi se livra entièrement aux arts de la peinture, à la poésie et à la cérémonie du thé, dans lesquels il excellait aussi. À l'âge de 60 ans, Musashi sentait ses derniers jours arriver. Il décida de s'isoler au mont Iwato. Il se préparait à écrire ce qui allait devenir son œuvre maîtresse. Celle qui allait avoir un succès non pas seulement au Japon, mais mondialement. Cette œuvre qu'il allait écrire allait continuer à être vendue même des siècles plus tard. Ce livre n'est autre que le livre des 5 roues. À partir de là, il allait passer les 2 prochaines années de sa vie à méditer sur la vie. Ce livre est rédigé en 5 chapitres. Le chapitre de la terre, qui est une présentation générale de la voie des arts martiaux. Le chapitre de l'eau, ici il va parler de l'escrime. Le chapitre du feu, ici il parle des notions de victoire et de défaite. Le chapitre du vent, là il va parler du fait d'étudier les autres arts, autres que l'art martial quoi. Et le chapitre du vide, ici il va parler de la voie de la vérité. Musashi mourut à l'âge de 62 ans. Ses disciples l'avaient récupéré de sa grotte, le menant à sa résidence, là où il allait mourir. Il donna son sabre, les œuvres qu'il avait écrites et surtout son dernier livre, le livre des 5 roues, à ses disciples. Sur cette terre, toute bonne histoire a une fin, même celle des humains les plus légendaires. Musashi était une personne qui se voulait libre, libre de tout, à tel point qu'il n'avait pas de maison, n'avait pas fondé de famille.
Il n'était pas riche de matériel, mais riche de savoir, d'expérience, de connaissances et de rencontres. Avec tous les voyages qu'il avait entrepris. Il rencontra plusieurs personnes. Malgré toutes ces rencontres, c'était un loup solitaire. Il voyagea seul à travers son pays. Par moments, il s'isola du monde afin de se retrouver seul, avec lui-même, loin de toute distraction. Ce qui lui permit de revenir plus fort, ou encore écrire un livre qui, plusieurs siècles après sa mort, se vend encore. Personnellement, je trouve que la vie de Musashi est un bon enseignement. Surtout pour notre époque où, comme vous le savez très bien, nous sommes constamment distraits et connectés avec les autres. Je dis pas qu'il faut couper court avec tout le monde et disparaître et devenir un ermite. Non, tu vois, ça c'est pas envisageable. Mais juste de temps en temps se retrouver avec soi-même, couper des réseaux, durant au moins quelques heures, peut nous faire que du bien. Notamment Musashi qui, de par son expérience, nous dit de ne pas s'attacher aux biens matériels de ce monde, alors que de nos jours sur Instagram, les riches vont vous faire croire que le bonheur est dans le matériel, en vous montrant des Lambo, des grosses baraques, des yachts. Du coup, ça m'amène à une question que j'aimerais vous poser. Musashi, lui, qui était un homme libre, il voyageait à travers son pays, le Japon, comme bon lui semblait. Il était respecté de tout le monde. C'était une légende. Mais il n'a pas fondé de famille, n'avait pas beaucoup d'argent et n'avait pas de domicile fixe. Penses-tu qu'il était véritablement heureux? J'attends ta réponse dans l'espace des commentaires. Et on va débattre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur Musashi, mais attends, je compte acheter le livre des 5 roues et je compte faire une vidéo par chapitre. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ces épisodes-là. Sinon, moi c'est Captanias. Ici on parle d'animé, de Japon, de tout ce que tu veux. Et c'est un truc de fou, donc vas-y, follow, ça va être incroyable. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Sur ce, ciao le boss.